Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Et puis bienvenue à nos 4 éditorialistes de talent. Le grand talent, ça commence par Francis Laloupeau, d'Africa numéro 1. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Marc. Tu vas bien cette semaine? Bien, vous-même? En pleine forme. Moi c'est comme d'habitude. À côté de vous, on retrouve Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, le sage, celui qui s'occupe de communication politique. Vous commencez à le connaître si vous suivez l'Hebdo. Et puis en face de lui, une lame et une plume acérée, Éric Zemmour du Figaro, petit par la taille mais grand par le talent. Bonjour. Bonjour. Et enfin, à côté de lui, quelqu'un que l'on connaît bien sur France-O, Ahmed Elkei, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Qui est rédacteur en chef de Beurre FM, mais qui aussi, je le dis, Dominique Volton, encore un peu de silence. On peut même pas finir les présentations. Ahmed Elkei, que vous connaissez, j'espère. Sinon, précipitez-vous sur France-O tous les soirs du lundi au jeudi à 22h30. Il anime Toutes les France, une émission où les sujets et les invités sont souvent plus que pertinents. Voilà, merci Ahmed d'être venu. Jeune fille, ne vous inquiétez pas. Nadir, le beau et jeune et sémillant Nadir reviendra la semaine prochaine. Il est absent juste pour cette semaine. Et puis je vous donne notre mail avant qu'ils éclatent tous de rire sur le plateau. hebdo-franco@rfo.fr hebdo-franco@rfo.fr. Voilà, au sommaire de cette édition, on va commencer par un mariage annulé qui fait scandale. C'est le tribunal de grande instance de Lille qui a annulé ce mariage, on en reparlera tout à l'heure. Des langues régionales qui s'invitent dans la Constitution française, Cannes et sa Palme d'Or qui font plutôt jaser, et enfin la commission Copé sur l'audiovisuel, la commission Copé qui, elle, on peut le dire, prend l'eau. Alors on va commencer d'abord par cette décision du tribunal de Lille, de grande instance de Lille. On l'a appris il y a 2-3 jours. Le tribunal de grande instance de Lille vient à la demande de l'époux d'annuler un mariage pour, je cite, mensonge sur les qualités essentielles de la conjointe. En fait, le mari reprochait à la jeune fille de lui avoir menti, puisqu'elle n'était plus vierge lors du mariage. Alors bon, ça paraît quand même un tout petit peu surréaliste, cette histoire, Éric Zemmour, non? Surréaliste, non. Je pense que c'est, si vous voulez, la rencontre d'une tradition religieuse millénaire, qui n'est pas seulement d'ailleurs l'exclusivité de l'islam, avec la modernité contemporaine, ce choc des cultures, et au milieu il y a un juge, c'est là où le scandale affleure, qui fait passer la culture millénaire devant la loi de la République. Alors, et les traditions et l'état des mœurs français. Alors, on va, Ahmed Elkei demande tout de suite la parole. Oui, alors non, mais il s'agit probablement de tradition millénaire, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire, il faut distinguer la décision de justice du fait de société ou des commentaires qui s'en suivent. La décision de justice, ceux qui ont participé à cette décision ont été clairs. Ils ont dit voilà, la décision est fondée sur le mensonge. Et vous l'avez dit, les qualités essentielles. Ce sont des conditions de validité du mariage dans le droit civil français. Alors, le point de départ, c'est le mensonge. Personne ne remet en cause la décision de justice. D'ailleurs, on n'en a pas le droit. Oui, mais en même temps, les commentaires, attendez, mais les commentaires se font sur la décision de justice. Évidemment. Alors, soit effectivement, on a un débat sur la virginité dans la société moderne, le fait que beaucoup de jeunes filles aillent dans les cliniques pour se faire reconstruire l'hymen parce qu'il y a des pressions familiales, des pressions sociales, des pressions traditionnelles. Oui, c'est un débat qui peut avoir lieu. Mais est-ce qu'on parle de la décision de justice ou non? La décision de justice est fondée sur le mensonge, c'est-à-dire une tromperie sur les qualités essentielles de l'époux ou de l'épouse. Donc après, c'est parce que cette qualité essentielle est la virginité, le mensonge est sur la virginité, que nous avons tout ce débat. Alors on peut avoir un débat sur la virginité, mais la question essentielle, c'est il y a eu mensonge. Est-ce qu'un mariage peut être annulé s'il y a mensonge sur les qualités essentielles de l'époux? On comprend bien. Dominique Volton, on a envie de poser la question autrement. C'est surréaliste. Dans le droit français, République laïque, on ne pose pas comme condition, il n'y a pas de condition au mariage concernant un mensonge lié au rapport de sexualité des partenaires. Mensonge sur les qualités essentielles. Mais attendez, dans la loi française, c'est l'interprétation. Alors attendez, on va s'arrêter une seconde. Je pense qu'il y a une interprétation. Non, mais c'est une interprétation. C'est-à-dire que dans le droit français, en ce qui concerne le droit civil et le mariage, il n'y a jamais posé comme condition essentielle le mensonge concernant un état de la vie privée. Donc c'est là où il y a un dérapage, une interprétation, une extension. Et on retombe sur la question qu'a posée Zemmour, c'est jusqu'où est-ce que des faits culturels
peuvent être contradictoires avec une loi d'un État quel qu'il soit. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est la France, demain, c'est peut-être l'Angleterre. Et c'est un vrai problème, parce que si vous voulez, dans la mesure où le religieux prend de plus en plus de place dans le politique, et un mariage, c'est une situation politique par l'intermédiaire du droit civil. Si les États laïcs, que sont en gros les États européens, quelles que soient les traditions de laïcité, ne sont pas capables de faire respecter leur propre législation, ça veut dire qu'on va rentrer dans une interpénétration de plus en plus grande entre religion et politique, des conditions de conflit politique de plus en plus nombreuses, et à ce moment-là, on va tous perdre, on va perdre le la République laïque n'a jamais demandé. Mais il n'y a pas de problème de laïcité. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Est-ce qu'on peut avancer un petit peu dans le débat? Est-ce qu'on peut pas poser la question sous cette forme-là? Est-ce qu'on n'assiste pas à ce que... Non, ici, c'est un débat aussi dans la société. Ah non, il y a un débat de société. S'il vous plaît, commençons par. Est-ce que certains craignent déjà que, finalement, au travers de cette décision, on assiste à l'instrumentalisation d'une décision de justice, d'une loi, au compte de traditions ou de prétendues traditions et préceptes religieux? C'est vraiment ça la question. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un désaccord complet pour l'instant entre ce que dit Ahmed El-Khaï et ce que vous dites, dans le sens où Ahmed dit ça a été jugé sur un mensonge. Et il est exact que, après avoir compulsé les journaux et consulté, un certain nombre de documents, il semble que dans le Code civil, le Dallos, pour ne pas le citer, il y ait bien une possibilité de nullité de mariage pour reprendre la formule mensonge sur les cas jurisprudentiels. De toute façon, attendez. On va donner la parole. On va donner la parole. J'ai pas pu finir. Ce mensonge ne fait pas partie des conditions substantielles pour un mariage français. De toute façon, ces conditions ne sont pas déterminées. Éric Zemmour, une fois, c'est pas le problème. je crois qu'il ne faut pas avoir un débat byzantin, si mais j'ose dire, absolument, mais un débat sur le fond. De toute façon, Giraudoux disait le droit est le royaume de l'imagination. Donc on peut tout faire dire à un texte de droit. Monsieur, on peut tout faire dire. J'ai fait du droit, donc je sais. On peut tout faire dire à un texte de droit. Bah alors voilà. Donc, mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est une évolution lente qui fait que comment les sociétés occidentales s'adaptent aux pressions de l'islam. On a eu les piscines non mixtes, on a les cantines avec des musulmans qui exigent, et des juifs d'ailleurs aussi, qui exigent à manger halal ou kasher. On a beaucoup de mariages, parce qu'il faut savoir quand même pour les mariages qu'aujourd'hui nous avons sur 270 000 mariages, j'ai des chiffres du ministère de l'Intérieur très intéressants, 90 000 mariages qui sont le fait de Français avec des étrangers. Un tiers. C'est le leitmotiv d'Éric Zemmour, alors qu'on parle d'une décision de justice. Mais d'accord, mais ça vous l'avez répété 20 000 fois. Mais c'est intéressant. Non mais d'accord, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, il y a une décision. Laissez-moi finir. Moi je voudrais comprendre pourquoi une jeune femme va épouser un homme qui va lui dire je ne t'épouse pas parce que tu n'es pas vierge. Alors c'est un problème privé. Mais ça a toujours existé depuis des millions d'années. Mais oui, mais justement, c'est un problème privé qui vient de rentrer dans la sphère publique puisqu'il y a une décision de justice. D'autant plus, pardonnez-moi, je finis. On va donner la parole à Francis Laloupeau qui, comme d'habitude, fait preuve d'une courtoisie à toute épreuve. Je finis, Francis. Je finis simplement pour dire que ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi une multiplication des gens qui se marient selon le rite musulman et qui ne passent jamais devant la mairie. Alors eux, ils peuvent pas obtenir de décision de justice. On est bien d'accord. On est bien dans la loi. Mais c'est du concubinage. Oui, non, ils sont mariés vis-à-vis de la loi. Parce qu'ils ne reconnaissent pas. Selon la loi française, ils ne sont pas mariés. Arrêtez de dire n'importe quoi, Éric Zemmour. Je ne dis pas n'importe quoi. Pour la loi religieuse, ils ne sont pas mariés. Parlons des lois de la République. Ils ne sont pas mariés au regard des lois de la République. Sauf que on arrive, et l'aboutissement, c'est ce qu'avait dit l'évêque de Canterbury, c'est que quand il y aura des régions où il y aura une énorme majorité de musulmans, il y aura une pression pour que ça soit la charia qui soit appliquée. C'est pas un fantasme. Je voudrais qu'on arrête une seconde. L'évêque de Canterbury vit en Angleterre, nous vivons en France, et par ailleurs, je ne crois pas que la majorité des musulmans souhaitent l'application de la charia en France, sinon ça se ferait. Francis Laloupeau. Très bien, monsieur le journaliste. À propos de la charia, c'est intéressant parce que, on va laisser Francis Laloupeau apporter un peu de sérénité au débat. Alors c'est difficile de reprendre après tous ces propos vifs, mais vous avez prononcé un mot intéressant, c'est charia. Ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui dans un pays comme le Nigeria, où il y a une difficulté quotidienne pour le législateur à gérer la loi générale pour le Nigeria, c'est-à-dire la loi de l'État laïque, et des pratiques très particulières instaurées dans certains États au Nigeria, notamment justement la charia.
c'est une négociation permanente. Dans un pays qui oscille entre la tendance à un État laïque, enfin la tendance, le choix d'un État laïque, et le fait de prendre en compte justement les particularismes régionaux et les particularismes religieux également. Maintenant, revenons en France. Je crois que la question qui est quand même posée en creux, et c'est vrai, et que Ahmed a raison quand il se reporte au fait de droit. Le droit a jugé un mensonge. La question est de savoir maintenant si le mensonge en tant que tel fait partie des éléments qui impliquent la nullité d'un mariage. Le droit civil français, M. Volton. Pas sur le mariage. Si c'est le cas, bon d'accord, donc on peut le considérer. Mais chacun sait quand même que s'il y a débat aujourd'hui sur cette décision de justice, c'est parce que en creux, cela pose des questions très particulières justement sur des pratiques religieuses, des pratiques, je veux dire, culturelles, notamment le rapport à la virginité. Je veux dire que c'est évident que non, mais c'est ça qui pose des. Non, mais faut pas le nier ici. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit. C'est ça la réalité. Alors, c'est le rapport de l'islam avec la laïcité. Est-ce qu'il y a instrumentalisation de la justice? Je voudrais juste terminer. Francis termine. En essayant de faire avancer le débat. La question est de savoir si la justice, c'est une question que je pose, si la justice, en énonçant ce verdict de nullité du mariage, assume pleinement son rôle républicain, donc laïque, donc de l'intérêt général, donc de l'État républicain français, ou si la justice française, de temps en temps, et c'est le cas peut-être, prend en compte des particularismes, notamment l'intégration d'un fait religieux ou d'une pratique culturelle particulière. On va donner la parole parce que par rapport à la jurisprudence, parce que il faut aussi voir pour mieux appréhender cette question, voir dans quelles conditions certains mariages ont été annulés. Quand vous lisez un petit peu la jurisprudence du droit civil français en termes d'annulation de mariage ou d'annulation même de fiançailles parfois, c'est-à-dire que quelqu'un peut annuler parce qu'il dit la bague de fiançailles qu'il a offerte ou qu'elle a reçue n'a pas la valeur que lui a annoncé son mari. Non mais attendez une seconde. Non mais je dis pas que c'est la même nature. Je dis qu'il y a des conditions d'annulation du mariage qui existent dans le droit français qui ont été prises en compte par le juge. Il va pas réinventer le droit. Le juge interprète le droit. Après, si vous voulez arriver à des discours qui consistent à dire aujourd'hui il y a stigmatisation de certaines pratiques culturelles et religieuses dans la société française. Non mais attendez. Je termine. Vous avez pour une minute, ça dure depuis déjà. Allez-y, Monsieur Volton. C'est vrai que je vous vois ça chaque semaine. Vous prenez jamais la parole. Allez-y. Dominique Volton. Allez-y, Monsieur Volton. Merci. On vous écoute. Ça pose deux problèmes de fond pour l'évolution dans nos sociétés. Un, la séparation du privé et du public. Ce qu'on appelle le modèle démocratique, c'est deux choses. En Europe, même si les traditions sont appelées. Un, on sépare la vie privée et la vie publique. Et deux, au titre de la laïcité, même si l'interprétation de la laïcité est différente, on sépare le religieux du politique. Ça, c'est, si je puis dire, le cœur du modèle démocratique occidental. Nous l'avons trahi souvent nous-mêmes, les Occidentaux, mais ce qui est intéressant au moment où la religion revient dans la politique, et où par définition la religion va redessiner les rapports privés-publics, nous avons tout intérêt de manière non agressive à rappeler aux autres sociétés, c'est vrai pour une partie de la Chine avec le confucianisme, c'est vrai pour l'islam, c'est vrai pour le judaïsme, c'est vrai pour certains courants ultra-orthodoxes chrétiens, que le modèle démocratique, c'est on sépare ce qui relève du privé et du public, et c'est réglementé, et on sépare le religieux du politique. C'est ça la définition de la laïcité. Et donc par conséquent, qu'il y ait des cas de nullité dans les mariages, c'est évident. Là, c'est pas le problème qu'il y ait des cas de nullité. Ce qui est intéressant, c'est ça revient sur le rapport de force. C'est les préfectures qui demandent des cas de nullité parce que c'est des mariages. Attendez, là, ce qui est intéressant, non mais ce que je veux dire, moi, au-delà de ce cas-là, peu de temps sur ce débat. Ce que nous, les Européens, nous avons à faire valoir dans un débat politique, c'est un débat politique. C'est quoi la laïcité? C'est quoi la séparation de vie privée et publique? Et en quoi est-ce que les deux sont liés par rapport à un modèle démocratique? Je voulais juste savoir, demander à Dominique Volton, oui. Est-ce que le fondement, selon lui, alors que ça n'a pas du tout été mentionné par le juge, est-ce que le fondement est religieux? Il y a eu un rapport de deux personnes privées. Et il y a eu qualification de mensonge. Elle lui a dit, voilà, je suis vierge. Il a considéré qu'elle lui avait menti, fondement de la décision de justice. À quel moment vous avez entendu parler de religion, Monsieur Volton? Parce que dans notre société, ce qui relève des rapports sexuels, c'est pas du public, c'est du privé.
Première chose. Mais le mariage à ce moment-là, c'est quelque chose de plus de Vous me demandez l'application. Vous me demandez l'application. Ce que dit Ahmed, la sexualité jusqu'à présent, c'est la vie privée. Deuxièmement, la sexualité, monsieur. En gros, il ne faut pas que ce soit un dialogue. Dominique Volton. Il ne faut pas que ce soit un dialogue. Dominique Volton, s'il vous plaît. On ne va pas faire un dialogue. Francis Laloupe, ensuite Éric Zemmour. Mais c'est marrant, vous ne comprenez pas. Est-ce que le juge a jugé sur le mensonge en tant que tel, c'est au sensu, ou sur la nature de ce mensonge? Sur la nature du mensonge. Manifestement. Il a jugé sur la nature du mensonge. Vous n'en savez rien. Pardonnez-moi. Je comprends pas. C'est une carte lumineuse. Attendez. J'aimerais qu'Éric Zemmour s'exprime parce qu'il me semble qu'on s'éloigne du débat. On a un débat byzantin sur les mots et pas sur le fond. Ça m'intéresse beaucoup parce que Ahmed est en train de façon très subtile d'essayer de ne pas voir. Non mais c'est très bien. Moi j'écoute là, pour une fois que j'écoute, je me tais, ça me change. Donc ça, je peux écouter attentivement. Il est en train de faire semblant de croire que toute cette histoire n'est absolument pas liée à l'islam et à la religion, et que c'est bien, c'est habile et c'est intelligent. Non, le point de vue du juge, c'est une pression religieuse et démographique, pardonnez-moi Volton, c'est-à-dire il y a une pression, c'est que simplement il se sent obligé. Mais bien sûr que je me remets en cause l'impartialité du juge. Évidemment. Je vous ai dit, pour moi, le droit, c'est le royaume de l'imagination. Donc alors, et je vais vous dire, les juges, exactement. Vous savez, il y a la vieille phrase de Pascal, parce qu'on n'a pas pu faire que le juste soit fort, on a fait que le fort soit juste. Bon, alors continuez dans la subtilité. Alors, la parole à Francis Laloupe et on termine sur ce sujet. Ceci étant, ce qui est évident, c'est que si l'on considère cette décision de justice, vue avec calme et recul, il est évident que cette décision de justice apparaît sous le ciel français comme un anachronisme, compte tenu, je dirais, de la culture générale de la France. C'est vrai que ça a des valeurs et de ce qu'on appelle les valeurs de la République. Bon, très bien. Ou des règles, je ne sais pas. En tout cas, des valeurs françaises qui sont celles qu'on connaît. Je dis que quand on va disons que c'est une décision qui aurait peut-être moins choqué si on se trouvait en Tunisie, par exemple, ou à Abu Dhabi, par exemple. C'est vrai que. C'est pas vrai, vous vous trompez. Ça aurait soulevé moins de débats. Tunisie, pas sûr. Ça aurait soulevé moins de débats. Ça aurait soulevé moins de débats. Si ça soulève un débat ici, c'est que d'une certaine manière, ça heurte, je veux dire, l'idée générale que l'on se fait, en tout cas, des valeurs françaises. C'est évident. Ça vient dans un contexte, en plus. Il n'y a pas que ça. Il y a un contexte, vous avez tout à fait raison. Moi, j'étais sur un raisonnement séparation du débat social, sociétal de la décision de justice. Vous voyez une subtilité particulière. Mais je dis qu'il y a un débat à mener en France sur les rapports hommes-femmes, sur l'importance de la culture, de la religion et son influence sur les rapports humains. Mais je continue à dire que la décision de justice a été fondée sur des éléments du droit civil français. Voilà. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu. Alors, je vais m'excuser auprès du téléspectateur, auprès de vous. J'ai un petit problème avec mon oreillette, pour vous dire la vérité. Elle fait du vent coulis, et j'entends pas grand-chose. Alors, je vais l'enlever, comme ça, ce sera plus simple. Bon, je crois qu'on fera pas le tour de la question aujourd'hui, et je voudrais qu'on passe à la deuxième partie du débat, parce que vous allez voir qu'on est toujours en train de parler de culture, au moins. C'était un peu une surprise, hein. Les langues régionales, appartiennent au patrimoine de la République française. Voilà les termes d'un amendement voté par la quasi-unanimité des députés français. Ainsi, 75 langues régionales, du basque, en passant par la langue corse et les différents créoles de Guyane, de Martinique ou de Guadeloupe, sans parler des langues marquisiennes ou des langues néo-calédoniennes, sont en voie d'être reconnues par la Constitution. Alors, Dominique Volton, en quelques mots, cette fois on essaie d'être un peu plus rapide, quelles conséquences ça peut avoir une telle décision? C'est très important. C'est très très important. On peut trouver que c'est anecdotique, pas du tout. Premièrement, la France était en retard pour la reconnaissance de la Convention européenne sur la reconnaissance des langues régionales, donc ça, on rattrape le retard. Mais c'est pas ça l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est que on reconnaît par là que l'identité linguistique française est plurielle. Et ça veut dire qu'on retrouve un vieux débat qu'on retrouve d'ailleurs sur l'espagnol, sur l'anglais, sur le portugais, sur le chinois et sur les différentes langues. C'est qu'il y a une langue dominante, le français, mais elle a plusieurs composantes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, on reconnaît les langues régionales, mais surtout on reconnaît que la langue française, elle est parlée par d'autres locuteurs que le locuteur de l'Hexagone, dont la première revalorisation, les locuteurs des Outre-mer. Et c'est fondamental parce que ce serait une forme de légitimation. Naturellement, il y a 9 langues et beaucoup plus de tous les dom-toms, d'une part, et ensuite de ça, une bonne partie de ceux qui parlent le français dans la francophonie. Donc d'un seul coup, par cette décision, la France va rattraper un grand retard et surtout va être capable d'envisager que la force... Non mais Dominique, on est dans le contexte français là. Mais jusqu'à présent, les Outre-mer, les 10 collectivités, c'est la France, d'accord? Oui d'accord, mais on parle que de la France, on parle pas du reste du monde.
Vous permettez, la France, elle fait également partie du monde dans la francophonie. Eh bien, parce que vous avez des millions de gens, nous sommes 65 millions en France, et il y a 250 millions de gens qui parlent le français dans le monde. Donc, ils parlent le français avec une langue française qui n'est pas exactement celle de l'Hexagone. Donc, je dis que, on rattrape du retard par rapport aux langues régionales, donc on rattrape du retard par rapport aux Outre-mer, et c'est très bien, et on rattrape du retard par rapport à la francophonie, et ça nous permet enfin, par cette langue française, de se retrouver comme les Britanniques, comme les Espagnols et comme les Portugais, dans des grandes langues mondiales qui ont plusieurs définitions d'une même langue. C'est un avantage. Je voudrais quand même apporter, parce que ma question n'était pas innocente, Dominique Volton. Et je voudrais, Dominique Volton, ma question n'était pas innocente, et je voudrais tous vous soumettre la raison de cette première question. Quelles conséquences? C'est que on a adopté cet amendement, mais en revanche, le gouvernement a bien précisé que la Convention sur les langues, qui s'est présente dans la Charte européenne et que la France a ratifiée, ne serait pas signée par la France et ne serait pas applicable en France. Pourquoi? Parce que la Charte européenne reconnaît qu'une langue régionale a un droit imprescriptible à s'exprimer dans la sphère publique, c'est-à-dire dans les gouvernements, dans l'Assemblée nationale, ailleurs. Alors là, on a un problème. Quel est à part l'effet d'annonce, ou jusqu'où vont cette possibilité pour ces 75 langues? Non, mais juste une précision quand même, Jean-Marc Barmy, sur le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation, 47 États membres, qui est plutôt une des options progressistes sur la diversité culturelle, sur la reconnaissance des minorités, etc. Absolument, par exemple. Donc voilà, que la France n'ait pas signé une charte du Conseil de l'Europe, ça a lieu. C'est pas l'Union européenne. Il faut pas faire la confusion. Et c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est que la Constitution française interdit à la France d'appliquer le texte européen. Voilà, sinon, il faut changer la Constitution. Parce que là, vous avez parlé de patrimoine et pas de reconnaissance. La reconnaissance impliquerait effectivement, vous avez raison, des droits. On revient aux droits, excusez-moi, Dominique Volton, la reconnaissance de droits, de pratiques, justement dans la sphère publique, etc. Parler de patrimoine, c'est dire, voilà, ces langues font partie de notre histoire, font partie de notre patrimoine, et elles peuvent être effectivement mises en valeur, pratiquées, etc. Mais elles ne remettraient aucunement en cause le fait que le français soit la langue de la République. National. Et finalement, c'est un bon compromis, je trouve. Oui, je suis étonné du silence paisible d'Éric Zemmour sur ce sujet. Il attend son tour. Non mais je crois rêver. Vous l'avez. C'est votre tour. C'est votre tour. Je prends exemple sur Francis. Ah bah très bien. C'est un modèle. C'est un modèle. Allez-y, Éric Zemmour. Je voudrais dire. Comment vous dire ça? Je vois pas. Non, c'est pas que je suis pas inspiré, c'est que. En tout cas, le plus brièvement possible. Eric. Le plus brièvement possible. Alors, je vais être très vite. La France s'est faite sur l'unification linguistique. Donc. Sur la domination linguistique. Absolument. Donc, je pense qu'il y a un risque que on défasse la France sur les langues. D'ailleurs, en Belgique, ça a commencé comme ça. On va laisser terminer si vous voulez. Si on veut qu'il soit bref, faut au moins laisser terminer. Oui, j'ai pas été long. Ouais. Je pense que la phrase en elle-même dans la Constitution, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la République française. La phrase en elle-même ne me choque pas. Et ça n'engage à rien. Exactement. C'est surtout ça. C'est un effet d'annonce. Alors justement, c'est là que je suis pas d'accord. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Volton. Ça n'engage pas à rien. Oui. Il y a une logique. Bien sûr. Là, on est d'accord. La logique, c'est peut-être l'enseignement, les écoles, la subvention d'école. Mais c'est très bien. Non, moi, je ne suis pas. Voilà, moi, je ne suis pas. Mais je ne suis pas pour le pluralisme linguistique. Je pense que non, ces langues, mais parce que ces langues, il y a là, non mais on va laisser finir. Les langues, on peut les parler à la maison, on peut les parler. Je pense que l'étape suivante, c'est une étape de revendication, comme vous l'avez dit, de la Charte européenne, c'est-à-dire qu'ils vont demander à ce qu'on puisse parler cette langue-là au bureau de poste, aux impôts, etc., dans le sphère publique. Et on y revient toujours à la même chose quand il n'y a plus. Et c'est pour ça que moi ça me gêne pas quand Volton dit c'est la domination. Oui, il a raison. La domination et même la domination. Non, mais je veux dire, ça s'est fait sur la domination. L'histoire a imposé le français comme langue dominante. Et même violemment. Oui. Hein, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais je pense que à partir du moment où il n'y a plus de domination et où il y a ce que Volton appelle le pluralisme, je crois moi qu'il y a au contraire la déconstruction. Je voudrais dire un mot. Non. Je voudrais dire un mot. Sur l'outre-mer, il y a un exemple précis. Il y a 9 langues régionales qui sont parlées outre-mer et même beaucoup plus. Est-ce qu'on a l'impression qu'outre-mer, on a vu exploser dans la sphère publique, est-ce qu'on a vu exploser l'unité nationale? Je voudrais répondre à l'argument de fond, qu'une vraie question posée. Est-ce que quand on reconnaît le pluralisme linguistique, parce qu'écoutez, le monde entier, on est coincé dans une contradiction. La communauté internationale a signé
à Paris, à l'UNESCO, la charte pour la reconnaissance de la diversité culturelle. C'est un progrès démocratique énorme. Première condition de la démocratie, de la diversité culturelle, le pluralisme linguistique. Nous, la France, on était très en retard. On a une position, effectivement, c'est-à-dire il faut défendre la langue française. Moi, je soutiens à fond cette position qu'une langue, quelque part, doit être maintenue. Ceci dit, nous sommes maintenant dans un monde pluriel, et donc le vrai défi politique pour la communauté internationale, pour l'Europe, pour la France, c'est d'organiser la cohabitation des langues. On peut tout à fait faire deux choses simultanément. Un, reconnaître que dans le patrimoine et dans l'existant, vous avez plusieurs langues, et on doit leur faire une place, parce que c'est une richesse, une langue qui se développe dans un plurilinguisme. Autrement dit, la langue parlée française aujourd'hui, d'une quinzaine de manières dans le monde, c'est une richesse pour la richesse de la créativité de la langue française. C'est pas des modes de parler français. D'une part, c'est une richesse, et d'autre part, on peut maintenir simultanément que la langue française, dans sa version XY, est la langue officielle de la République, ce qui est marqué. Ça s'appelle la coexistence. Bien sûr. Bon, alors, on va demander à Francis Aloupos ce qu'il en pense. Par exemple, il y a un exemple, c'est les États-Unis. Les États-Unis, où l'espagnol est la deuxième langue parlée dans le pays, et où de nombreux candidats aux élections vont s'exprimer dans certaines régions en espagnol. Et qui vous dit que ça ne finira pas par poser des graves problèmes aux États-Unis? Vous n'en savez rien. Aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle. C'est seulement depuis quelques mois. Non, pas du tout. C'est depuis quelques mois, depuis 2006, que des sénateurs républicains se battent aux États-Unis pour faire reconnaître dans la Constitution l'anglais comme langue officielle. Et d'ailleurs, il y a un soulèvement, il y a une levée de boucliers dans le pays pour contester l'idée d'une langue officielle, l'anglais en l'occurrence. Nous, on l'a déjà dans la Constitution, heureusement. Je veux dire, simplement, simplement parce que l'histoire des États-Unis, 92, c'est lors du débat de Maastricht. L'histoire des États-Unis interdit cette reconnaissance officielle, la prédominance d'une langue sur les autres, même si l'on sait que de fait, l'anglais est la langue la plus parlée aux États-Unis, quoique maintenant avec l'espagnol. De fait, oui, mais pas par la loi, quoi. Voilà, pas légalement. Il faut également préciser que quand même sur les bulletins de vote aux États-Unis, il y a pas de 200 langues parfois dans certains États, pour justement prendre en compte, je veux dire, les langues régionales, je veux dire même les langues individuelles. C'est un éclairage intéressant. C'est quand même un pays qui a intégré. Et on n'a pas l'impression que les États-Unis vont exploser demain matin. Dans sa constitution, une dynamique immigrationniste. Et je veux dire, au fur et à mesure, je veux dire que ce pays évolue, il intègre, digère, accepte, reconnaît des particularismes linguistiques. Je veux dire que c'est quand même important, je veux dire, à prendre en compte. Bien sûr, vous avez raison. Mais ça ne veut pas dire que ce qui marche encore aujourd'hui marchera demain. Il y a des pays. Alors, on va laisser finir Francis, ensuite Ahmed El-Kaï voulait la parole. Il y a des pays où il n'y a pas de langue officielle, c'est ce que je voulais dire. Par ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez, je n'ai pas le sentiment que ce soit une avancée particulière que de reconnaître les langues, toutes les langues françaises, toutes les langues régionales comme faisant partie du patrimoine. La France rattrape un retard, tout simplement. Moi, je me souviens des années 70. Moi, je me souviens des années 70 où encore les Bretons et les Catalans se battaient simplement pour la reconnaissance de leur langue. Et depuis, je veux dire que les Bretons peuvent apprendre leur langue, je veux dire, à l'école. Et c'est très bien pour la République. C'est vrai aussi pour le créole, qui est parfois une épreuve au baccalauréat. C'est une contribution dynamique des différences régionales, au patrimoine global français. Le fait qu'il y ait une langue officielle, telle que le français, mais si je peux finir, moi, vous pouvez finir. Si vous m'arrêtez toutes les 5 minutes, le spectateur a du mal à suivre un raisonnement. Il s'agit d'un raisonnement, monsieur. Je n'avais pas compris. Excusez-moi, je ne l'avais pas remarqué. C'est parce que ça résonne autour de ce plateau, à tous les sens du terme. Je veux dire que le fait que la France soit la langue officielle, unificatrice d'ailleurs, c'est très très bien. Je veux dire que toutes les langues officielles ont été imposées par la violence d'une manière ou d'une autre. La question, c'est de nier justement les différences, les particularités linguistiques. Et Eric, quand vous dites qu'il n'y a pas qu'il y a une incompatibilité en fait entre l'existence d'une langue unificatrice et la manifestation, l'expression des autres langues, des autres aires linguistiques, vous avez tort, parce qu'en fait, je veux dire que c'est nier même, je dirais la diversité naturelle d'un pays. Et tous les pays du monde, je veux dire, contiennent cette diversité. Oui, mais c'est pas vous avez pu terminer votre raisonnement. Même s'il y a un consensus. Ce qui se conçoit aisément s'énonce clairement, disait Boileau, me semble-t-il. Ahmed El-Kaï. Aujourd'hui, c'est explosif. Vous avez raison, Francis. Je vous remercie de finir. Je pense que c'est effectivement une confirmation. C'est une confirmation d'un état de fait. Non, c'est pas une reconnaissance, je vous le redis, et Dominique Volton, parce qu'on je vous remercie, monsieur le professeur. Non, mais voilà, vous dites que vous êtes journaliste, si jamais vous étiez professeur, ce serait un Oui, non, mais je le suis aussi, alors ça, c'est donc, c'est pas une qualité, ça. Bon, allez, on essaie de laisser de côté les pics. Il n'y a pas de reconnaissance, il y a une confirmation d'un état de fait, et en même temps, c'est une inscription constitutionnelle, si elle a lieu, parce qu'il faut vous rappeler que la révision constitutionnelle, si elle a lieu, sera votée par le Congrès réuni à Versailles au 3/5e, mais c'est pas le cas. Donc, c'est pas encore voté. Pour l'instant, c'est pas encore voté, oui. C'est un amendement adopté. Donc, confirmation d'un état de fait, et puis, secondo, ça va permettre de voter, me semble-t-il, une loi
sur la possibilité d'avoir des médias qui utilisent ces langues régionales, de continuer ce que vous venez de dire, Jean-Marc. Déjà, hein. Voilà, exactement. Au Pays Basque français, par exemple, de l'élargir. Il y a même la télévision, même France 3, par exemple, consacre un reportage sur son journal régional basque en basque. Confirmation sous-titré en français. Alors, voilà. Sous-titré en français, mais déjà là maintenant. Ce que je veux dire sur le fond, c'est la contradiction qu'on est obligé de gérer maintenant partout dans le monde. C'est il y a des langues qui sont imposées comme des langues mondiales. L'anglais, l'espagnol, l'hindi, le mandarin, peu importe. Et en même temps, avec la reconnaissance de la diversité culturelle, on a une montée pas seulement sur la culture, mais sur les langues, c'est-à-dire que les peuples, les communautés veulent préserver leurs identités linguistiques. Donc c'est une contradiction. Il faut falloir choisir. Donc ou bien on fait semblant de ne pas voir que la diversité linguistique, c'est la première condition de la diversité culturelle, et là, à ce moment-là, on aura une disparition d'un grand nombre de langues et un appauvrissement, ou bien on organise la cohabitation. Et moi, je pense que la cohabitation, c'est quoi? C'est que chaque État décide quelle est sa langue officielle, maintient le pluralisme linguistique, et ensuite de ça, organise la cohabitation. Parce qu'une langue, c'est des cultures, c'est une manière de parler, de penser. Donc c'est toujours de la richesse. Donc le monde multipolaire de demain, il sera de toute façon obligé d'organiser la cohabitation. Donc ça veut dire de la richesse ou de la dissension. Je voudrais juste finir. On va laisser finir. Je voudrais juste finir. C'est-à-dire que par exemple, au niveau mondial, où nous avons un problème actuellement de l'impérium de l'anglais ou d'un morceau d'anglais, le problème, c'est pas que l'anglais serve vaguement de langue vernaculaire. C'est que, simultanément à l'existence de ces 500 mots d'anglais que tout le monde utilise, les autres langues et les autres cultures, plutôt les autres cultures portées par les autres langues, et la possibilité de maintenir leur essor et leur légitimité, parce que c'est ça la richesse de demain. Oui, voilà. Alors, Francis Laloupeau pour la conclusion sur ce thème. Dominique Volton a tout à fait raison quand il saisit toute occasion pour faire son discours sur la francophonie, enfin sa promotion. Mais il faut faire une promotion de la francophonie, c'est très bien. Non, la diversité culturelle ne se réduit pas à la francophonie. Oui, d'accord, enfin, on va essayer d'éviter le dialogue. C'est la même chose. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, s'il vous plaît, je vous ai expliqué à plusieurs reprises, si vous parlez en même temps, le téléspectateur ne vous entendra pas. Dominique Volton, essayez d'écouter. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Je vais dire simplement que ce que vous dites, au fond, je veux dire que ce sont des évidences, parce qu'au fond, quand on fait une démarche comme celle-là, c'est la prise en compte d'une évidence. C'est la prise en compte d'une évidence. C'est-à-dire que quand on parlait des États-Unis tout à l'heure, il y a 16% de personnes aux États-Unis qui ne parlent pas l'anglais du tout, qui parlent une autre langue que l'anglais. Ça fait 47 millions d'individus. Je veux dire que ça n'ennuie absolument pas, je veux dire, la cohésion culturelle des États-Unis. La cohésion culturelle française, la cohésion française ou politique repose justement sur la cohésion culturelle et linguistique. Il ne semble pas que le français comme véhicule officiel du parler entre nous, du vivre ensemble entre Français soit remis en cause. Non, mais on ajoute, on ne soustrait pas dans ce cas-là. C'est une étape. Ça, on nous dit toujours ça. On ne soustrait pas. Dans ce cas-là, ai-je bien dit. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir, mais vous êtes tellement passionnés que l'on explose nos temps. La semaine dernière, nous avions commencé à discuter de Cannes. Cette semaine, on va pouvoir continuer parce que on connaît la palme. Ahmed El-Khaï n'était pas là, me rappelle-t-il, comme si je ne m'en souvenais pas. J'ai pas encore Alzheimer. Tout va bien, Ahmed. Comment Donc vous avez vu, la Palme d'Or a été accordée à un film qui s'appelle Entre les murs, de Laurent Cantet, un cinéaste français. Alors bien entendu Cocorico, tout le monde est très content puisque c'est un film français, c'était pas arrivé depuis Piala, si je m'en souviens bien. Mais surtout, alors que le film n'a pas été vu par le public. Ni par moi, je fais partie du public, Ahmed. Je fais partie du public. On a déjà une polémique qui sourde, où on entend ce film a dit, je crois que c'est Jack Lang, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, était nécessaire pour qu'enfin soient remerciés les enseignants de la France qui font un gros effort. Puis de l'autre côté, on entend des félicitations des uns et des autres. Bref. On se pose quand même une question, est-ce qu'on n'est pas là dans ce qu'on appelle les uns les autres le politiquement correct? C'est un beau film, c'est le cinéma, on nous parle de ces bons enseignants dont on supprime les postes en nombre en même temps. Alors il y a quand même un problème, Éric Zemmour, non? Vous trouvez ça très bien? Oui, c'est vous qui commencez, c'est comme ça. Bon, très bien, alors moi je suis comme vous tous, je n'ai pas vu le film. Et pour cause. Donc je ne peux pas juger le film. Je veux simplement dire que ce film est inspiré et tiré d'un livre. D'ailleurs, l'auteur qui est un prof qui s'appelle François Bégodeau, joue son propre rôle, si je ne dis pas de bêtises, et c'est inspiré d'un livre, donc qui a parce que j'ai lu des extraits du livre et de ce qu'il en dit, l'auteur, pour présenter son livre, et il précise lui-même qu'il a écrit ce livre en réponse à
de nombreux livres d'autres profs qui se désespèrent et qui fulminent. Comme Brigelli. Voilà, comme Brigelli, qui fulmine contre la baisse du niveau. Donc il y a un vrai débat. Attendez, laissez-moi finir 2 minutes. Donc contre l'effondrement du niveau. Et ce livre, donc, était la thèse de Brégodeau, qui est la thèse d'une grande partie des enseignants, des pédagogistes, etc. C'est que l'école doit servir à ne pas exclure, et que quel que soit le niveau, en fait, c'est pas grave, il faut les prendre comme ils sont. Faut être un peu plus notatif que ce que vous dites. C'est ce que les profs. Non, je vous en prie. Arrivez à votre conclusion, Eric. Arrivez à votre conclusion. Comme ils sont, je donnerai un seul exemple très vite. Non, je vais vous donner l'exemple. Il ne faut pas exagérer. Je vais vous donner l'exemple. Vous n'aimez pas cette position, ne la caricaturez pas tout de même. Mais c'est ce que le monde appelle le réalisme. Oui, terminé. Et je vais vous donner un exemple dans le papier du Monde, justement, ce que donne dans le film, qui est qu'il y a 2 élèves qui passent leur temps à dire qu'elles ont été insultées de pétasses, et le prof explique pendant des semaines qu'on ne dit pas insulté de pétasses, qu'on dit soit insulté, soit traité de pétasse. Et qu'au bout de quelques semaines de guerre lasse, il renonce et il parle comme elle. Voilà, pour moi, l'école de Brégodeau et de Entre les Murs, c'est ça. Il y a un choix. C'est au nom de la non-exclusion que tout le monde va rester à l'école jusqu'au bac et surtout ne pas être exclu. Au nom du vouloir vivre ensemble, on invente une espèce de prêchi-prêcha moraliste sans aucune religion du savoir. Voilà, moi, je voudrais quand même qu'on recadre un peu le débat parce que pas du tout. Mais je pense que la question que je posais moi, et j'aimerais bien avoir une réponse, je vais la poser autrement, pour mieux me faire comprendre. On a l'impression qu'il a fallu qu'il y ait un film, que nous n'avons pas vu, revenons, pour qu'on reparle de l'école, comme si on avait besoin, comme si la société civile, comme si les artistes, les cinéastes, les écrivains avaient besoin d'aborder ce genre de problème pour que, de nouveau, on en parle et que ça fasse débat ou polémique. Alors, premièrement, pardon, Dominique, on en parle tout le temps de l'école. On en parle tout le temps de l'école. En tout cas, pas chez les artistes. Là, en l'occurrence, on a parlé à Cannes. C'est pas toujours le cas. Premièrement, le président du jury avait lui-même dit qu'il voulait que ce soit un festival qui tienne compte de la réalité. Bon, donc c'est une manière. D'autre part, le fait qu'on parle tout le temps de l'école, c'est tout à fait normal, parce que c'est une des plus grandes fonctions de la société, c'est comme la santé. Essentiel de la société. Par contre, ce qui se joue pas seulement en France, mais partout ailleurs, c'est vrai qu'il y a une dégradation des valeurs de l'école, la transmission des connaissances, parce que le monde ouvert extérieur est plus attirant pour les gosses que l'école, et que la question qui se pose, qui est une vraie question de philosophie politique, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'école, vu que les gosses à l'extérieur peuvent tout faire. Donc c'est vrai que c'est normal que les enseignants, bien au-delà de la France, soient pris en porte-à-faux depuis 30 à 40 ans, parce qu'on leur dit en gros, on ne sait pas à quoi vous servez, vu que l'essentiel se passe ailleurs. Et donc le débat qui est un débat de fond, politique, culturel, de hiérarchie, de transmission des connaissances, est un débat qui est à quoi servent les profs. Et donc c'est tout à fait normal que de temps en temps, alors qu'il y a des tas de profs qui critiquent le système, d'autres le défendent. Et qu'un film, pour l'instant, on a eu la même chose sur le film, j'ai oublié le titre l'autre jour, qui était sur des gosses de banlieue qui apprenaient du... Marivaux, c'était le film de... Voilà, j'ai oublié son nom. Il vient de sortir La Graine et le Mulet. Voilà. Et donc je pense il avait fait un film sur Marivaux, là où on des voit enfants récitaient Marivaux dans leur cité. Voilà, là où il y a quelque chose de... Voilà, Abdelatif Kechiche, merci. Là où il y a ça s'appelait L'Esquive. Voilà, là où il y a un aspect positif, parce que le cinéma reflète toujours la société. Là où il y a quelque part une vitalité française forte. La France n'aime pas tellement son multiculturalisme, mais mine de rien, dans ses créations, ça sort. Et ça sort notamment dans le cinéma. Alors. Et là, dans ce débat sur l'école, quand vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous avez, je m'excuse, j'y étais encore la semaine dernière, vous avez des écoles où il y a 80 nationalités. Donc vous savez, 80 nationalités, ça veut dire qu'il faut une intelligence extraordinaire des profs. Et moi, personnellement, si un film à Cannes est primé, que ce soit pour la France, l'Italie ou les États-Unis, peu importe, et qui rend hommage à l'immense difficulté de l'école, comme à la fois école de transmission des connaissances, apprentissage de la cohabitation, respect de l'autre, je trouve ça une très grande chose. Très grande chose. Ahmed El-Kei va botter en touche. Non, pas du tout. Je trouve que moi, j'ai très heureux, alors que je n'ai pas vu le film, de voir tous ces jeunes, voilà, de classes divers qui reflètent la France aussi d'aujourd'hui. Hein. C'est important de le voir à la télévision. On ne le voit pas assez souvent. Entourer le réalisateur. Non, on ne le voit pas tout le temps. Dans tous les domaines, ça commence. Il y a eu Indigène, il y a La Graine et le Mulet, il y a Entre les Murs. On a la question que vous posiez, Jean-Marc Bramy, c'est de dire, est-ce que finalement un film peut impulser une réflexion, comme une décision de justice tout à l'heure a impulsé une réflexion sociétale? Oui, bien sûr. Il y a eu Indigène, vous l'avez dit, il y a eu d'autres choses. Voilà. Alors, c'est très bien que la réflexion vienne de l'art, et l'art est souvent en avance sur la réflexion, mais pour moi, ça reste une fiction. Le fait de vouloir en faire un documentaire est une erreur. Ça reste une fiction, des acteurs qui ont été payés pour jouer dans un film, jouer une classe. Alors, évidemment, ce sont des acteurs. Il y a les deux. Il y a notamment des enfants qui ne sont pas des acteurs, puisqu'ils sont au collège.
Ils sont devenus des acteurs. Ils sont devenus des acteurs. N'ayons pas de fausses discussions. N'ayons pas de fausses discussions. C'est vous qui dites n'importe quoi. Ils sont devenus des acteurs parce qu'ils ont été payés pour leur performance dans ce film. Et la majorité d'entre eux veulent continuer dans cette carrière. Non, mais pas n'importe quoi. Alors moi je termine. Je dis que c'est une fiction, qu'elle puisse engager une réflexion. C'est revendiqué comme tel. J'ai hâte de la voir en octobre. Ça va sortir en octobre à Paris pour avoir un avis sur l'œuvre artistique. Mais en voulant en faire un document référent d'une idéologie, etc., je trouve que c'est une dérive intellectuelle. Mais pas du tout. Attendez, on va continuer. C'est l'auteur du livre lui-même. L'auteur du livre n'est pas le réalisateur. C'est le réalisateur aussi qui pense comme l'auteur du livre. Et c'est Sean Penn. Attendez, Éric Zemmour. On va s'il vous plaît revenir à des choses plus simples parce que là on est en train de s'éloigner. Je pense qu'on s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'Ahmed, qui a la voix de la sagesse parfois, l'a dit. Tant qu'on n'a pas vu le film, ça sera difficile de parler du contenu du film. Ce que je trouvais intéressant, c'est de parler de ce que ça a provoqué, le fait que ce soit la Palme. Parler du contenu, on va attendre un peu. Moi, j'ai une dernière question à poser quand même à Francis Laloupeau. Écoutez, moi, je vais vous dire aussi heureux que je sois de la décision prise, j'ai trouvé curieux quand même que juste après la sortie de ce film, l'une des mamans de l'un des enfants qui joue dans le film a été régularisée. Je suis très heureux pour elle, la question n'est pas là, mais c'est pas un peu la loterie, ça? Il y a un film, il y a un enfant qui, du jour au lendemain, monte sur la scène et la maman est régularisée. Il y a pas quelque chose deux poids, deux mesures. D'un petit peu gênant, quoi, non? On va laisser Francis répondre. C'est la force à deux vitesses, il y a plusieurs vitesses, parce que au fond, c'est une réalité, parce que là, on en parle parce qu'il s'agit vraiment d'un jeune qui a joué dans un film, mais il y a plusieurs circonstances en France où il y a tous les jours des cas particuliers qui sont réglés par le ministère de l'immigration. C'est une forme de loterie. C'est une forme de loterie. D'ailleurs, on parlait il y a quelques jours d'un jeune, d'un Maghrébin qui serait venu au secours d'une vieille dame dans la région parisienne et qui du coup aussi a été récompensé comme si c'était un héros de guerre. Voilà. Et il a dit que son attitude est tout à fait normale. Ça montre aussi, je dirais, le caractère extrêmement fragile mais pas toujours convaincant justement du dispositif d'ailleurs sur des lois sur l'immigration. C'est ça aussi qu'il faut voir, parce que si on est capable de faire introduire autant de dérogations, autant de cas particuliers dans une loi, ça veut dire que mais c'est inévitable. À moins de refuser le droit à un État de choisir les étrangers qui sont sur son sol et à qui on donne la régularité. Deuxièmement, à moins de donner un nouveau droit de régularisation qui est avoir un enfant scolarisé sur le territoire français, c'est pratique parce que de toute façon on est obligé de les scolariser, même si. Et troisièmement, ce qui est intéressant dans ce film aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant 20 ans, on nous a dit il y a le même pourcentage d'étrangers que dans les années 30. Vous vous souvenez de cet argument qui a beaucoup servi. Là, on sur sa démographie. Mais oui, là on voit que la population française par les étrangers, a radicalement changé. Mais vous avez raison, la France est envahie par les étrangers. On va essayer. J'avais posé une question simple. Ça vous rappelle pas la France envahie par les étrangers? S'il vous plaît. Ça ressemble à une foire d'empoigne et franchement ça devient difficile. Soyez gentils, parlez les uns après les autres. Je ne dis pas n'importe quoi, je dis que c'est intéressant. Parlez l'un après l'autre, je vous prie. Le visage de ces classes, c'est intéressant de voir à quel point la population française a changé. Ça dépend des quartiers. Je prends le métro. Non mais, cher Eric, n'oubliez pas que ce collège est un collège du 20e arrondissement de Paris, que tous les collèges de Paris ne sont pas dans le 20e. Moi, j'ai vécu dans le 20e. Et que subséquemment, la population n'est pas toujours la même. Mais bon, un jour on parlera de la carte scolaire. On va laisser Francis terminer. Il nous reste 9 minutes d'émission. Réponse très courte. Tout de même, si la mère de ce garçon a été régularisée, c'est qu'elle était régularisable. C'est important à noter quand même. Non, mais pas du tout. Je comprends bien, je ne veux pas remettre en cause. Mais l'État n'est pas hors la loi, alors à ce moment-là, c'est tout n'importe quoi. Non, c'est le fait du prince. S'il vous plaît, il nous reste 9 minutes et j'aimerais bien qu'on parle un peu de nous, pour vous dire la vérité. C'est vrai, c'est qu'à partir du moment où il y a autant d'exceptions à une loi, c'est évidemment la loi qui pose problème et c'est son caractère arbitraire qui pose problème. Oui, il y a un côté arbitraire. Cela étant dit, il y a peu d'exceptions. Ahmed El-Kay, pour terminer très vite, ou je peux passer surtout à autre chose. Merci Ahmed El-Kay. Alors, on va parler un peu de nous, désolé. Non, on va parler de nous et de vous. On va parler du service public d'audiovisuel. Le président de la République a sifflé la fin de la récréation. La commission Copé s'est réunie, a envisagé plusieurs scénarios, dont l'augmentation de la redevance. Il n'y aura pas d'augmentation de la redevance. Dixit, monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République. Du coup, la commission
Copé, balle prend l'eau. Les 3 députés socialistes ont démissionné immédiatement quasiment de la commission. Il y a des producteurs qui hurlent, d'autres qui pleurent et d'autres encore qui se demandent s'ils vont pas partir de cette commission. Alors, moi j'ai envie de demander à Éric Zemmour, c'était une si mauvaise solution que ça, l'augmentation de la redevance ? Bah écoutez, non, moi je trouvais que c'était bien. A priori, comme ça, je suis pas un spécialiste. Je pensais que c'était pas une mauvaise gêne. J'ai l'impression que la redevance, l'augmentation de la redevance, paye des règlements de compte terribles entre Sarkozy et Copé, entre la volonté. C'est ce qui se dit. Bon, je sais pas. Je ne suis pas sûr. Ça ressemble à ça. Alors on va. Le problème de Sarkozy, c'est que en prenant ce genre de décision. Il avait fait déjà la même chose en annonçant comme ça, sans préparation, à la grande surprise de sa propre ministre de la Culture, la fin de la publicité sur le service public. Il prête le flanc à une accusation terrible qui va revenir pendant tout son quinquennat, qui est que il prend des décisions pour faire plaisir à ses copains Bouygues et Bolloré. Et ça, c'est terrible. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. C'est une discussion sans fin. Mais le fait, c'est que ça va. Mais c'est ce que je dis. Donc ça va pourrir le débat sur cette question. Moi, je me demande même si d'abord la commission Copé va aller au bout de son travail, et deuxièmement si la mesure de suppression de la publicité sur le service public sera effectivement prise en compte. Je n'en suis pas sûr. Voilà. Alors, on essaie de tourner la parole. On m'annonce dans mon oreillette qui refonctionne, merveilleux. Oui. 6 minutes d'émission. D'accord, alors je prends 1 minute. Je dis simplement que dans le contexte de cette crise de la commission Copé, c'est une déclaration du président de la République sur une radio en disant « je ne veux pas augmenter les impôts ». En gros, il ne veut pas déplaire aux Français, il est en chute libre dans les sondages. Il dit même ajouter, je respecte mes promesses électorales. Voilà, je ne veux pas augmenter les impôts. Après, on peut faire remarquer que dans les promesses électorales, il n'y avait pas écrit qu'il fallait supprimer la publicité sur France Télévisions. C'est encore le déferlement de commentaires médiatiques, etc. Vous avez d'un côté une émission grand public où le président dit « je ne veux pas augmenter les impôts » et puis d'un autre côté une commission qui travaille depuis quelques mois déjà et qui dit une des options, c'est augmenter la redevance ou l'indexer sur l'inflation, élargir son assiette, etc. Donc je pense que ramener forcément les deux et dire finalement regardez la commission Copé c'est fini parce que le président a dit je vais pas augmenter la redevance, c'est une erreur d'analyse. Je pense que la commission Copé peut continuer à faire son travail. Elle peut rendre un rapport qui n'est pas seulement la question de la redevance. Il y a beaucoup d'éléments, notamment sur la réorganisation du service public audiovisuel. Donc il faut reprendre en compte ces mois de travail et puis ne pas forcément s'arrêter aux commentaires. Oui, aux commentaires. Non mais tout d'un coup est assassin. Comme depuis le début. On va laisser Dominique Volton. Bon, je crois que vous avez pris votre minute. Dominique Volton, s'il vous plaît, on essaie vraiment. S'il vous plaît, soyez gentil. On essaie vraiment de faire tourner la parole. Il nous reste peu de temps. Est-ce que je peux dire, comme ça fait qu'une vingtaine d'années que je fais des recherches sur ce sujet, j'ai pas beaucoup de choses à dire, donc j'essaie de résumer. Premièrement, non, c'est un problème de fond. C'est très sérieux la télévision. C'est vraiment avec la radio le lien social le plus important. Donc, premièrement, il y a misfit. Le président de la République, comme souvent, s'est autorisé sur un sujet qui est très compliqué, techniquement, économiquement, culturellement, la télévision, à dire comme ça en janvier. Bon. Résultat des courses, tout le monde sait très bien que c'est monstrueusement compliqué de réorganiser l'économie du service public s'il n'y a pas d'augmentation de la redevance, s'il n'y a pas de publicité. Je vous rappelle que nous avons la redevance la plus faible d'Europe, que par démagogie, tous les gouvernements ne l'augmentent jamais, et que par définition, les 116 € aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Donc on est dans une contradiction sans fin. Si on n'augmente pas la redevance et qu'on fait baisser la publicité, au bout d'un moment, il va se passer une chose simple, que tout le monde redoute. Les Français ont du mal quand même. Oui, bien sûr. Attendez, aussi, c'est pas le moment peut-être d'augmenter. Là, vous permettez, il y a d'autres taxes qui vont augmenter. Par définition, c'est pas les 3 ou 4 €. Je vous rappelle qu'il y a un député UMP. Monsieur Kerr, pour pas le nommer, qui avait proposé il y a un an d'augmenter la redevance de 1 € qui permettait de sortir de la situation financière. Donc, pas de démagogie sur le montant des... Ce qui est en cause, c'est le fait que les politiques sont démagogiques en France et ne veulent pas que le service public ait les moyens de son avenir. Alors, s'il n'y a pas de redevance et s'il n'y a pas de publicité, qu'est-ce qu'on va constater dans quelques temps? La tragédie, qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le service public et on combien de trop. Or, il faut savoir que dans la concurrence publique-privée, qui est une concurrence mondiale et européenne, le service public ne peut s'en sortir dans la mesure où lui il fait des programmes qui a nécessairement moins d'audience. Il ne peut s'en sortir qu'à condition qu'ils aient plusieurs canaux pour pouvoir, dans la différence, arriver à avoir une concurrence équilibrée. Donc,
Si vous retirez un élément du bouquet, c'est catastrophique, que ce soit France 3, que ce soit RFO, etc. Donc l'enjeu, il est politique, il n'est pas économique, et j'ajoute, pour montrer comment cette pauvre commission copie était très mal partie, elle a été nommée au départ pour une histoire de financement. Après, allez savoir pourquoi, elle s'est autoproclamée réflexion sur l'avenir de l'audiovisuel, alors qu'en fait, elle est composée de briques et de brocs, et qu'il n'y a pas du tout tous les représentants pour penser l'avenir de l'audiovisuel. Vous permettez d'être un tout petit peu plus élégant, merci. Donc par conséquent, apportez-nous un tout petit peu plus. Non, attendez, quand on réforme un sujet aussi important que l'école, la santé ou l'audiovisuel, on se débrouille pour avoir une commission représentative de l'ensemble des acteurs. Elle ne l'est pas, elle était sur du financement, elle a glissé, et elle ne débouche même pas sur le financement. Donc la tragédie de tout ça, c'est que ça rend pas service à la France, ça rend pas service au service public, ça rend pas service au président de la République, donc c'est un échec, et c'est très grave, et c'est pas drôle du tout. Alors, Francis Laloupeau avait quelque chose à dire sur ce sujet? Si, mais écoutez, ce que il nous reste 2 minutes d'émission. Écoutez, cette disposition de l'augmentation de la redevance, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, d'une autre réalité. C'est que ce n'est pas la première fois que le président Sarkozy fait une annonce sans qu'on ait étudié auparavant les contours et les conséquences de cette annonce-là. Et je pense que c'était quand même très hasardeux d'avoir annoncé la fin de la publicité sur des chaînes publiques sans qu'on ait auparavant étudié tous les contours et les conséquences d'une telle décision. Et voilà. Donc, on met en place une commission qui, de mon sens, au fond, cherche simplement sa raison d'être. D'abord. C'est pas simplement, je veux dire qu'il n'y a pas que la commission, parce que le service public aussi. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui, pendant 6 mois, vivent sans connaître le budget qu'elles auront l'année prochaine, alors qu'elles sont censées prévoir dans l'avenir des programmes. Alors, c'est là qu'il y a justement une confusion entre l'annonce politique et la réalité de la gestion d'une entreprise. L'annonce publique, au fond, moi, ça me fait penser, je veux dire, au combat qu'il y a eu dans les années 80, où il y avait un courant très fort contre la publicité sur les chaînes publiques. Mais il venait de gauche, d'ailleurs, il faut le dire. Oui, vous pouvez le préciser si vous voulez. Non, mais c'est intéressant de dire que ça vient de gauche. C'est pas une insulte. Non, ça venait de la gauche à la droite. L'audiovisuel en France ne coupe pas tellement gauche. Il semble, pour faire court, que cette annonce est en retard de 20 ans, tout simplement. Et que, on aurait pu simplement indiquer qu'il y a moins de publicité, peut-être sur ces chaînes-là, mais j'ai annoncé de manière radicale, politique, que la publicité disparaisse complètement, et ensuite se poser la question de savoir quels sont les moyens financiers de remplacement des recettes publicitaires. C'était forcément hasardeux. Et Copé qui a voulu prendre la commission en main pour qu'elle ne suffit pas confiée, je dirais, à Frédéric Mitterrand. À une personne de gauche. Bah non, mais c'est intéressant. Ce sont des détails minimes. C'est minime, on est tous d'accord, mais on va laisser faire. Copé qui a voulu prendre en main cette commission pour arrêter le processus de l'ouverture, n'est-ce pas, vers la gauche, c'est une réalité. Et aujourd'hui, évidemment, très embêté parce que, comme je vous le disais, il fallait que cette commission, je puisse affirmer sa raison d'être, pourquoi elle a été nommée, et ensuite, je veux dire, produire son propre contenu. Donc, l'accident auquel on vient d'assister, et le départ de quelques députés socialistes, je veux dire, au fond, n'est que la manifestation, le symptôme d'un fait beaucoup plus profond, c'est-à-dire la raison d'être de cette commission qu'il faut redéfinir. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Francis, merci à tous les 4 de votre passion. C'est pas toujours facile. Moi aussi, je suis content de vous avoir retrouvé, Ahmed. Voilà, les téléspectateurs, j'espère, le sont aussi. En tout cas, ils nous le prouveront en nous retrouvant la semaine prochaine, même heure, même lieu. Merci de votre fidélité. Au revoir.